Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 906 de l'After Zap Image. On débute avec le programme de la 21e journée de Ligue 1. Ça démarre ce soir à 21h au Parc des Princes. Le PSG reçoit Montpellier. On aura deux matchs demain, 17h Lens-Nice, 21h, affiche importante dans la course à la Ligue des Champions. Monaco reçoit l'Olympique de Marseille pour les matchs de dimanche, 13h Bordeaux-Angers, 15h. Le traditionnel multiplex avec Dijon-Strasbourg, Metz-Nantes, Reims-Brest. On rappelle que Nîmes-Lorient est d'ores et déjà reporté. Et puis on termine avec deux matchs assez sympas dimanche à 17h, Rennes-Lille. Et à 21h, le derby, l'AS Saint-Etienne face à l'Olympique lyonnais. On prend la direction de Marseille avec pas mal d'infos du côté de l'OM. Premièrement, l'OM a enfin trouvé son nouvel attaquant. Arkadiusz Milik est prêté pour 18 mois au club marseillais avec une option d'achat qui est quasi obligatoire pour l'Olympique de Marseille. On sait que l'OM a galéré avec les numéros 9 depuis quelques années. En général, à chaque fois qu'un numéro 9 est arrivé sur le mercato du côté de l'OM depuis 3 ou 4 ans, ça a été un échec sur le terrain pour l'OM. Donc là, on parle d'un attaquant de grande classe quand même qui arrive, Arkadiusz Milik. Pour ceux qui s'en souviennent pas, l'année dernière, sur le mercato estival, Milik, il était à deux doigts de s'engager du côté de la Juventus. Donc on ne parle pas de n'importe qui. On parle d'un attaquant qui a souvent réussi à planter du côté de Naples, qui a un sens du but vraiment intéressant dans la surface de réparation. C'est quand même très efficace. Arkadiusz Milik, il est bon des deux pieds, il est bon de la tête, il est bon dans son sens du déplacement, dans son sens aussi du placement dans la surface de réparation. Donc je pense que c'est quand même un très gros coup réalisé par l'Olympique de Marseille, un joueur aussi qui a connu deux graves blessures dans sa carrière au niveau des ligaments du genou, et à chaque fois il a réussi à rebondir après ces graves blessures, à revenir quasiment encore plus fort qu'avant. Donc quelqu'un qui est assez solide dans sa tête. C'est ce qu'il faut aussi du côté de Marseille, parce qu'il y a pas mal de pression. On rappelle que cette année il n'a pas joué avec le Napoli parce que tout simplement il n'est pas inscrit sur la liste des joueurs qui peuvent participer à la Serie A. En revanche, il a déjà joué évidemment avec sa sélection polonaise. Je suis persuadé que c'est quand même un très joli coup réalisé par l'Olympique de Marseille. Après, il faut aussi le dire, il faut qu'il s'adapte au style de jeu de l'OM. C'est pas du tout la même chose entre le Napoli et l'Olympique de Marseille. Il faut aussi que du côté de Marseille, on le trouve dans la surface de réparation, parce que depuis quelques années, du côté de Marseille, on ne trouve quasiment jamais les attaquants. Ensuite, on continue du côté de l'OM avec une autre bonne nouvelle, Kostas Mitroglou, qui serait tout proche de rompre son contrat avec l'Olympique de Marseille pour retourner en Grèce du côté de l'Aris Salonique. On continue avec une déclaration de Mathieu Valbuena qui s'exprimait au micro de RMC, puisqu'il est consultant du côté de RMC. Il nous dit: quand tu portes le maillot de l'OM, tu dois avoir de la personnalité, du caractère, de l'amour propre, et en ce moment, il n'y a aucun de ces ingrédients du côté de Marseille. Quand tu prends un but, normalement, tu dois réagir. Et en ce moment, du côté de l'OM, il n'y a aucune réaction. C'est vrai que dans l'état d'esprit, en ce moment, du côté de l'OM, c'est quand même assez particulier. Ensuite, une déclaration de Farid Boulaya, qui a répondu au micro des journalistes aux nombreuses rumeurs qui l'envoient du côté de Marseille. Les journalistes lui ont demandé: est-ce que tu vas finir ta saison avec Metz? Et il nous dit: ouais, moi je suis concentré sur la saison avec Metz et sur le foot, et je ne calcule pas ce qu'il se dit dans la presse. Donc il n'y aura pas de départ à Marseille. Non, je ne calcule pas ce qu'il se dit. Farid Boulaya qui se voit donc terminer la saison du côté des Grenats de Frédéric Antonetti. On prend la direction de Monaco maintenant avec là aussi un renfort du côté de l'AS Monaco, un futur adversaire de l'OM demain. L'AS Monaco est heureux d'annoncer la signature de Crépin Diatta, jeune joueur de 21 ans qui s'engage pour 5 ans avec l'AS Monaco. Je pense que c'est un joueur que vous connaissez, ou en tout cas que vous avez déjà entendu parler de lui. Crépin Diatta, on l'a vu notamment cette année en Ligue des Champions, on l'a vu l'année dernière en Ligue des Champions, et puis pour ceux peut-être qui regardent le championnat belge, ça doit vous parler. Crépin Diatta, un jeune joueur qui joue plutôt ailier droit, même s'il est assez polyvalent, mais il est plutôt ailier droit, un profil assez explosif, efficace dans les petits espaces. Il est très bon dans la percussion, dans les changements de rythme. C'est un joueur aussi qui est capable de bien combiner même avec d'autres attaquants, et on peut se dire que du côté de Monaco, ça peut être quelque chose d'assez sympa de le voir associé notamment avec Ben Yedder et Kevin Volland. On regarde les stats de Crépin Diatta à l'âge de 21 ans du côté de Bruges en Belgique. C'est 95 matchs joués pour 20 buts et 11 passes décisives, donc plutôt sympa. Et puis cette année, on parle vraiment de cette année, c'est 9 buts et 2 passes D pour lui. C'est quand même de très bonnes statistiques pour un joueur de 21 ans. Gros coup réalisé par l'AS Monaco. Il arrive pour 16 millions d'euros. Ensuite, direction Paris avec une info qui concerne Julian Draxler, qui compte bien terminer cette saison avec le PSG avant de s'engager
l'été prochain en tant que joueur libre avec la formation de son choix. Il semblerait que le Hertha Berlin soit très intéressé. Dernière petite info en France avant de prendre la direction de l'Espagne, Noël Le Graët a annoncé qu'il était candidat à sa propre succession à la présidence de la Fédération française de football. On prend donc la direction de l'Espagne avec ce sondage réalisé par AS, c'était hier, publié dans le journal AS. 60% des supporters du Real Madrid veulent voir Zinedine Zidane licencié. Selon donc c'est les résultats de ce sondage, c'est quand même assez surprenant. 60%, je trouve ça énorme de la part des supporters du Real Madrid qui vraiment pour moi ont la mémoire courte par rapport au travail qu'a réalisé Zinedine Zidane. Ensuite, on continue cette fois-ci avec la une du quotidien AS, mais la une de ce vendredi. Zidane sur un fil, le coach français est plus que jamais menacé, évidemment après la défaite surprenante du Real en Coupe du Roi face à une équipe de 3e division. Cependant, Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes vont maintenir leur confiance à Zidane jusqu'à la prochaine grande échéance, c'est-à-dire la double confrontation face à l'Atalanta en Ligue des Champions. Et si jamais ça se passe mal pour le Real en Ligue des Champions, là il pourrait y avoir du mouvement autour de Zinedine Zidane, et du côté de Madrid, le successeur, il serait d'ores et déjà tout trouvé. Ça serait Raoul qui pourrait devenir le nouvel entraîneur du Real si jamais il y a des échecs en Ligue des Champions et que la saison se termine mal pour le Real. On poursuit du côté de Barcelone avec la victoire des Catalans hier en Coupe du Roi du côté de Cornellà. Victoire 2-0 après prolongation pour le Barça avec des buts de Dembélé 92e, Braithwaite 121e. Le Barça qui a raté 2 pénaltys dans le temps réglementaire. Ça n'a pas plu évidemment à Ronald Koeman qui nous dit ce n'est pas sérieux de rater 2 pénaltys dans le match, ce n'est pas acceptable, on doit analyser et parler pour savoir ce qui nous a manqué et pourquoi on a été obligé de jouer une nouvelle fois 120 minutes. C'est vrai qu'en l'espace de 4 jours, le Barça a joué une prolongation hier en Coupe du Roi, une prolongation le week-end dernier en Supercoupe d'Espagne. Évidemment, ça n'a pas plu à Ronald Koeman et ça ne fait pas du bien aux organismes catalans qui sont déjà mis à rude épreuve depuis le début d'année. Donc voilà, de jouer des prolongations, c'est pas une très très bonne nouvelle pour le Barça. La fatigue continue de s'accumuler et c'est vrai qu'il y a quand même un sacré problème au niveau des pénaltys du côté du Barça. Griezmann, il en a raté pas mal depuis le début d'année. Hier, c'est pas Griezmann qui a tiré, c'est Dembélé qui a raté son penalty, et puis aussi Miralem Pjanic qui a raté un penalty. Donc il y a quand même un problème du côté du Barça au niveau des penaltys. Et autre info en Espagne hier, la victoire de l'Atlético Madrid qui fait la très grosse opération en Liga. L'Atlético s'impose 2-1 du côté de Eibar grâce à un doublé de Luis Suarez avec notamment un but en toute fin de match, 89e minute pour Luis Suarez sur penalty. Il avait égalisé aussi juste avant la mi-temps. À noter que du côté d'Eibar, vous voyez Dmitrovic qui a marqué lui aussi sur penalty. Dmitrovic, c'est le gardien d'Eibar. C'est lui qui a tiré le penalty hier face à Jan Oblak. L'Atlético qui s'impose dans la douleur. Je pense que le nul aurait été plutôt logique sur ce match. Mais voilà, encore une fois, un petit signe du destin. L'Atlético qui s'impose à la 90e minute. L'Atlético qui prend 7 points d'avance sur le deuxième au niveau de la Liga. Et surtout, 7 points d'avance en ayant toujours un match en retard. Donc si jamais l'Atlético gagne son match en retard, il y aura 10 points d'avance pour l'Atlético au niveau du classement de la Liga. Donc évidemment, c'est un très gros coup réalisé par les hommes de Diego Simeone hier du côté du Pays Basque. Direction l'Angleterre maintenant avec une déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer qui nous parle d'Edinson Cavani et de l'apport qu'il a sur le terrain. Il nous dit c'est l'attaquant idéal dans la surface, ses déplacements sont incroyables et parfois je dois lui demander de moins courir. C'est le profil d'attaquant que nous voulions. C'est sûr que sur les dernières années, Manchester n'a jamais trop eu de profil similaire à celui d'Edinson Cavani. On continue toujours du côté de Manchester, mais cette fois-ci chez le voisin de City. Sergio Agüero a été testé positif au Covid. Il est donc placé à l'isolement. Autre info et encore une mauvaise nouvelle du côté de City, Kevin De Bruyne qui manquera 2 à 3 semaines de compétition en raison d'une blessure au niveau des ischio-jambiers. Ensuite, les supporters de City se sont amusés à regarder un petit peu les différences d'impact entre Virgil van Dijk lorsqu'il est arrivé du côté de Liverpool et l'arrivée aussi de Ruben Dias qui est arrivé très récemment du côté de City. Donc sur leurs 23 premiers matchs, Virgil van Dijk a moins gagné que Ruben Dias. Manchester City a moins concédé de buts que Liverpool et il y a eu plus de clean sheet du côté de City. Donc toutes les stats sont favorables
à Ruben Dias qui a vraiment eu un apport indéniable depuis quelques semaines dans la défense des Citizens. Ensuite, on continue justement avec une petite image assez sympa qui concerne Virgil van Dijk. On voit une reprise de l'athlétisation ou de la réathlétisation pour Virgil van Dijk. Alors le retour sur les terrains, évidemment, c'est pas pour maintenant, mais c'est quand même une image positive hein, pour Van Dijk qui a été touché très gravement il y a quelques mois lors du derby face à Everton. Poursuit toujours du côté de Liverpool avec la fin d'un record pour les Reds après 1369 jours. Liverpool a perdu un match de foot à Anfield, c'était hier face à Burnley, victoire pour les Clarets de Sean Dyche sur le score de 1-0. Liverpool qui n'avait plus perdu à Anfield en championnat depuis le 23 avril 2017, c'était face à Crystal Palace. C'est Ashley Barnes qui a marqué pour Burnley à la 83e minute sur penalty. Liverpool qui nous a encore une fois proposé le même match que depuis quelques semaines, une domination assez conséquente hein, sur le match, mais gros problème d'efficacité, gros problème pour se montrer dangereux, et encore une fois, Burnley a eu quoi, 4 ou 5 tirs sur le match, et ils ont été dangereux sur ces 4 ou 5 tirs qui ont posé pas mal de problèmes à la défense des Reds et surtout à Alisson Becker. Donc voilà, les mêmes problèmes depuis quelques semaines du côté de Liverpool, et ça va pas bien du tout hein, pour les Reds de Jürgen Klopp en championnat. Ensuite, on continue avec une arrivée du côté du Crystal Palace. L'attaquant français Jean-Philippe Mateta s'est engagé avec Palace. Il arrive en provenance de Mayence en Allemagne. Alors il y a de bons attaquants hein, du côté de Crystal Palace, notamment Benteke, Wilfried Zaha, Jordan Ayew, Michy Batshuayi. Jean-Philippe Mateta qui arrive, et évidemment il a l'opportunité de gagner sa place parce que hormis Wilfried Zaha, bon, ça marque pas beaucoup hein, sinon pour les autres attaquants de Palace. Cette année, toujours du côté de l'Angleterre, Leicester a approché l'Inter Milan pour obtenir le prêt de Christian Eriksen, mais a fait marche arrière en raison du salaire beaucoup trop important exigé par le joueur. 340 000 € demandés par semaine hein, pour Christian Eriksen. Vous faites le calcul, c'est allez, 16 millions d'euros, je pense, annuels hein, pour Christian Eriksen. Direction l'Allemagne maintenant avec Karl-Heinz Rummenigge, dirigeant du Bayern Munich, qui a confirmé que le Bayern était bel et bien intéressé par le défenseur français du RB Leipzig, Dayot Upamecano. Il a annoncé hein, que le Bayern allait s'occuper de ce dossier. Ensuite, selon la fédération tchèque, c'est Josef Bican qui détient toujours le record du nombre de buts en carrière, et non Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui a marqué mercredi face au Napoli en Supercoupe d'Italie son 760e but. Et bien selon la fédération tchèque, la fédération annonce que Josef Bican a lui inscrit 821 buts au cours de sa carrière entre 1931 et 1955. Malheureusement pour la fédération tchèque, ces chiffres ne sont pas officiels. Ensuite, une déclaration de Gennaro Gattuso qui nous dit: à chaque fois qu'on devait jouer contre l'équipe de France, c'est sur moi que ça tombait de devoir marquer Zinedine Zidane. La nuit, je n'en dormais pas, je faisais des prières car je savais qu'il allait me faire un tour de magie à la fin. C'est toujours moi qui passais pour un con. On continue avec un record qui vient d'être inscrit dans le Guinness Book des records. Tom King, gardien de but de Newport County, équipe de 4e division anglaise, il a inscrit mardi le but le plus lointain de l'histoire du football. Il a marqué tout simplement sur un 6 mètres, vous voyez l'image, ça a été mesuré à plus de 96 mètres le but marqué par Tom King. Alors il y a eu un rebond un petit peu surprenant pour ceux qui ont vu les images de ce but, et le gardien qui était un petit peu avancé, qui s'est fait surprendre par ce rebond, donc un but marqué par le gardien depuis ses 6 mètres. Et on termine les amis avec une déclaration d'Olivier Frappoli, ancien entraîneur d'Emiliano Sala, qui nous dit: l'expression mouiller le maillot a été inventée pour lui. Il avait cette combativité ancrée en lui, chevillée au corps. Il avait faim de marquer, faim de réussir. Une très belle déclaration pour terminer. Et comme on l'a dit, hein, Emiliano Sala, c'était quand même un sacré guerrier sur le terrain. Évidemment, on a encore une pensée pour lui. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.